C'est une histoire hors norme qui va vous toucher comme elle nous a nous aussi bouleversés. Alors nous partons en Charente-Maritime au bord de l'océan Atlantique dans l'ouest de la France et c'est ici que vit Delphine, une fillette à la vie bien différente des autres enfants de son âge. Et pour cause, souffrant de graves problèmes aux reins et au système urinaire, la fillette est trimballée d'hôpital en hôpital pour y être suivie et soignée. Nantes, Paris, Bordeaux, Delphine traverse la France avec sa maman à la recherche des meilleurs spécialistes. Et heureusement, Alice, sa maman, se donne à 100% pour faire soigner sa fille et quitte même son travail pour se dédier totalement aux besoins de sa fille. Pourtant, malgré tous ses efforts, la petite ne va pas mieux selon sa mère. Elle aurait de la fièvre constamment. Elle se plaindrait de douleurs permanentes au bas du dos. Si bien que les médecins se partagent ce cas complexe qu'ils ne parviennent pas à diagnostiquer et ils l'opèrent à répétition. À seulement 8 ans, Delphine a déjà subi 4 interventions chirurgicales lourdes, dont l'ablation de son rein gauche. Mais l'enfant remarque que quelque chose n'est pas normal. Sa mère ment devant les médecins et elle en rajoute beaucoup sur les douleurs dont elle se plaint. Pire encore, la fillette se demande pourquoi sa maman lui frappe le rein à travers la peau avant d'arriver au rendez-vous avec le docteur. Un comportement très particulier qui, vous allez le voir, est en fait significatif d'une pathologie psychiatrique rare chez la mère. Avant de recevoir Delphine en direct sur notre plateau, retour sur son enfance bien différente de celle des autres enfants. Nous sommes en 1987, dans un petit village entre l'île d'Oléron et La Rochelle, en Charente-Maritime. C'est ici que grandit Delphine, une petite fille de 4 ans. Entourée de ses parents et de ses frères, Delphine vit en harmonie avec sa famille. Pourtant, la fillette aurait de graves problèmes de santé. Elle serait malade des reins et ferait des infections urinaires à répétition. Si bien qu'au lieu de passer ses journées, comme n'importe quel enfant, à l'école, Delphine est continuellement à l'hôpital. Elle a déjà subi 3 interventions chirurgicales et fait régulièrement l'objet d'analyses médicales et d'examens très invasifs. Et face aux très mauvais résultats, sa mère, Alice, insiste toujours plus afin que les médecins la prennent en charge. Elle n'hésite pas d'ailleurs à courir plusieurs hôpitaux à travers la France. Pourtant, les équipes médicales ne parviennent pas à diagnostiquer la cause des soucis de santé de Delphine. D'autant plus que la petite ne se plaint jamais d'avoir mal. La fillette grandit et lassée, elle commence à rejeter les médecins et les rendez-vous médicaux. Mais sa maman est persuadée que sa fille a quelque chose de grave. Et elle insiste, encore. En 1991, elle apporte de nouveaux résultats d'analyse particulièrement inquiétants au néphrologue, le spécialiste des reins. Devant ces résultats alarmants, le médecin décide alors de retirer au plus vite le rein gauche de la fillette. C'est ainsi qu'en février, l'opération se déroule sans encombre. Mais quelques mois plus tard, la mère de famille retourne voir les médecins. L'état de sa fille ne s'est toujours pas amélioré. Mais cette fois, les médecins se montrent réticents à l'idée de faire subir plus d'examens à Delphine. D'après eux, la fillette ne montre aucune pathologie. En 1992, un médecin du CHU de Nantes suggère alors de présenter le dossier médical de l'enfant à un psychiatre afin d'obtenir son avis. Et surprise, l'homme est formel. Si Delphine ne s'est jamais plainte de la moindre douleur, c'est parce qu'elle n'est pas malade. Et il comprend que les résultats d'analyse ne sont pas cohérents. Selon lui, ils auraient été grossièrement modifiés par Alice sans qu'aucun de ses confrères ne s'en aperçoive. D'après lui, c'est donc la maman qui est malade. Il propose même un diagnostic, le syndrome de Munchausen, par procuration. Un trouble psychiatrique peu connu qui pousse Alice à provoquer une maladie chez sa fille Delphine pour se mettre en avant
et se faire plaindre. Le psychiatre décide alors de faire un signalement au juge des enfants et il demande une mise à l'abri de Delphine. Pourtant, un simple suivi familial avec un éducateur va être mis en place. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Bonjour Delphine. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur ce plateau. On va repartir dans votre enfance, pour commencer, si vous voulez bien. Vous avez grandi dans un tout petit village de Charente-Maritime. C'est ça, près de l'île de Léron. Votre vie, c'est quoi quand vous êtes petite? Vous avez des bons souvenirs, en fait, de votre vie au quotidien? Vous êtes dans une famille équilibrée, tout se passe bien, a priori? Oui, j'ai certains bons souvenirs d'une famille équilibrée, surtout que j'habite au bord de la plage, donc les vacances d'été à la plage. Oui, il y a ça, mais il y a aussi le côté médical. Je passe beaucoup de temps dans les hôpitaux pour des examens, prise de sang, consultations, etc. Ça a commencé à 4 ans, je crois, à peu près, hein, Ouais. ces examens. Pourquoi on vous fait passer autant d'examens au départ? Alors à l'époque, je me rends pas bien compte, hein, mais a priori, j'ai un problème au niveau d'un rein. Donc on fait beaucoup de recherches. Ma mère évoque des douleurs au niveau du rein, les examens qui ne seraient pas très corrects, enfin... Voilà. C'est étonnant la façon que vous avez de le dire. Vous dites, ma mère évoque des examens au niveau du rein. Ouais. En fait, j'ai envie de dire, normalement, vous devriez dire, j'ai des douleurs au niveau du rein. Non, parce que ma mère parle beaucoup à ma place. Ouais. Quand on est en consultation chez les médecins. Et à la maison, elle me répète beaucoup, t'as mal au rein. Enfin, il fallait sans arrêt que je lui certifie que j'avais mal au rein. Mais vous avez mal? Non, mais à un moment donné, j'arrive que je ne sais plus parce que parfois, elle me tapait dans mon rein pour que je puisse... Souvent, c'était avant les consultations, pour que je C'est-à-dire, puisse... comment elle vous tapait? Elle vous donnait des un coups de poing? au niveau de la loge rénale, quoi. Ouais. Donc, à un moment donné, on ne sait plus. Mais attendez, parce que cette scène, moi, je trouve ça un peu hallucinant. C'est-à-dire qu'avant d'aller voir le médecin, elle vous donne des coups sur le rein. Et mais en vous disant quoi? Alors, en me disant que c'est pour que je sache bien montrer au médecin là où se trouvait la douleur. Et il y a ça, et bon, il y a un moment donné où je ne sais plus si je suis malade ou... je l'entends souvent aussi quand elle appelle le médecin pour avoir un rendez-vous, une consultation. Elle prétend que j'ai de la fièvre, que je ne suis pas capable de me lever, que je suis allongée dans mon lit, que ça ne va pas, quoi. Et c'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. Donc je lui demande, pourquoi tu dis ça? T'exagères les faits. Vous avez quel âge quand vous commencez à lui poser des questions comme ça? 5-6 ans, peut-être. Ah oui, toute petite, donc. Ouais. Et elle me répond que c'est pour le faire venir plus vite, le médecin, parce que sinon, il va pas se dépêcher à venir, il va penser que c'est pas grave. Mais elle va vous faire passer beaucoup d'examens au point même que vous ratez l'école, très souvent. Oui. Ouais. Oui, elle s'occupe pas de prendre rendez-vous le mercredi ou pendant les vacances. Elle s'occupe pas du tout de tout ça, quoi. Donc, soit je loupe les journées complètes d'école, ou alors j'y vais le matin, l'ambulance vient me chercher à l'école. L'ambulance, carrément? Ouais. Ce qui me met très mal à l'aise vis-à-vis des autres, c'est très gênant. Mais à l'école, vous êtes normal, entre guillemets. Vous êtes debout, vous jouez avec vos amis. Tout à fait. Et tout à coup, l'ambulance vient et vous emmène. Alors une ambulance taxi, hein, je suis assise quand même. Mais enfin, c'est quand même Mais enfin, étonnant. quand même, ouais. Elle a le droit à cette prise en charge de VSL. Ouais. Et qu'est-ce que vous dites à vos copines? Vous leur dites, je suis malade? Non, je dis rien. J'en parle pas. Elles vous posent pas de questions? Pas trop. Pas trop, et en plus à l'école, je parle pas trop, je suis assez en retrait. Probablement la crainte qu'on me pose trop de questions sur mes absences, Votre maman, elle va arrêter de travailler même à un moment pour s'occuper de vous? Oui, elle n'a jamais eu d'emploi fixe, de CDI, donc ouais, à un moment donné, elle ne cherche pas vraiment du travail, elle a besoin de temps pour moi, pour m'emmener... Mais vous êtes contente d'avoir votre maman qui s'occupe de vous comme ça? Pas vraiment. Ouais, c'est sympa, on est à la maison ensemble, mais enfin, en même temps, moi, je préfère être à l'école. Ouais. Parce que quand je suis à la maison toute seule avec elle, c'est parce que je suis au lit, sous la couette. Alors après, il y a le côté... elle est attentionnée, elle me dorlote à ce moment-là, c'est... ouais. Et si j'émets le moindre doute, ou si je pose la question de pourquoi tout ça, j'en ai marre. J'évoque aussi souvent le fait, j'en ai marre de tout ça. Je la sens un peu en colère, enfin... un peu plus distante avec moi, donc... Mais globalement, elle est câline, elle est affectueuse,
Elle vous embrasse? Enfin, vous avez le sentiment qu'elle vous protège au maximum? Ouais, un peu, dans les moments où je suis malade ou lorsque je reviens d'hospitalisation. J'ai passé une semaine à l'hôpital, j'ai eu une chirurgie. Bon, bah là, elle revient, ouais, elle est toute tendre, toute câline. Bah, ce qui est assez hallucinant, c'est qu'on a fait la liste des hôpitaux dans lesquels vous allez aller, parce que en plus, vous en faites plein. Il y a alors le CHU de Nantes, le CHU de Bordeaux, le centre hospitalier de La Rochelle, le centre hospitalier de Saintes, la clinique de Niort, le CHU de Poitiers, l'hôpital Necker à Paris. J'en oublie peut-être, mais en tout cas, on a noté cela. C'est vrai que ça paraît hallucinant. Ouais. Parce qu'on n'arrive pas à trouver, en fait, ce dont vous souffrez, c'est ça? Oui, et moi je me suis rendu compte après avec le recul en étudiant mes dossiers médicaux, lorsqu'un médecin met que tout va bien, les examens sont normaux, ça lui plaît pas, donc c'est là qu'on change de lieu. C'est-à-dire que dès que dans un hôpital, un médecin trouve que tout va bien, Ouais. si on va plus dans cet hôpital, Non. on va aller ailleurs. Voilà, c'est un incompétent, on va voir ailleurs. C'est assez hallucinant. C'est hallucinant. C'est assez hallucinant que les médecins ne se posent pas plus de questions. Pour eux, tout va bien, mais pourquoi la mère insiste? Personne ne se demande pourquoi. Vous allez subir 4 chirurgies, c'est ça? Oui, 5 pour le rein gauche et 1 pour le rein droit, ouais. Donc 6 au total, en fait. Ouais. Mais ils font quoi, les médecins? Ces chirurgies, c'est quoi? Alors au niveau du rein, bon, alors, moi, je suis pas chirurgien, mais c'est des petites tentatives de chirurgie pour améliorer les douleurs, pour qu'il y ait d'infections. Mais parce qu'il y a des infections? Mais oui, sur le papier, à l'époque. Ouais. Ouais. Mais en fait, ce que j'ai du mal à comprendre, Delphine, c'est à partir du moment où vous n'avez rien, les médecins vous opèrent sur la base de quoi? Alors quand j'en ai reparlé plus tard avec les chirurgiens, ils m'ont dit qu'au bout d'un moment, eux, dans leur rôle de chirurgien, ils tentent des choses pour essayer d'améliorer la situation. Et Oui, quand vous parlez de douleur, et votre maman parle de douleur, en fait, c'est ça. Ils se disent, il doit y avoir quelque chose. voilà. Ils ont toujours peur de passer à côté de quelque chose. Mais ça va aller jusqu'à l'ablation d'un rein? Ouais. Alors parce qu'il est devenu réellement non fonctionnel. À force, de fil en aiguille, tous les examens, toutes les interventions chirurgicales qu'il y a eu sur ce rein, il est devenu non fonctionnel. Après étude du rein non fonctionnel, Ouais. il aurait fait un infarctus ischémique. À force d'être traité, à force de prendre des médicaments, à force de prendre des coups aussi. Bon, à l'époque, les médecins ne le savent pas, mais je suis la seule à le savoir, mais voilà. Ça a pu aussi. Il y a eu une dernière tentative par le chirurgien qui souhaitait enrayer un peu les douleurs évoquées par la mère. Un analgisant au niveau du tissu du rein. Et d'après le chirurgien, il pense que c'est ça aussi. Ça n'a pas. Ça a fait que le rein s'est arrêté de fonctionner. Mais vous-même qui faites le tour de tous les hôpitaux autour de chez vous, et même jusqu'à Paris, on parlait de l'hôpital Necker à Paris, vous êtes dans quel état d'esprit dans ces hôpitaux? Moi, je suis vachement en retrait, timide, on m'entend pas beaucoup parler, ma mère parle à ma place. Et parce que moi, à chaque fois j'arrive, je suis complètement angoissée. Tout ce milieu-là me fait peur, m'angoisse. Parce qu'à chaque fois que je vais en consultation, ça finit toujours par, souvent, par un examen invasif ou une intervention. Tout ça me fait peur, l'anesthésie, la Je sens que vous demandez chirurgie. beaucoup aussi si vous allez mourir. Oui, j'arrive à un moment donné où la peur de la mort m'envahit, parce que surtout après l'ablation de mon rein gauche, où en fait je suis envahie par cette peur de me dire, mais si mon deuxième rein s'arrête de fonctionner soudainement comme ça, est-ce que je vais mourir pendant mon sommeil? Personne ne le verra. J'arrivais même parfois à imaginer dans mes pensées le fait que je meure et que ma mère soit contente, parce qu'elle aurait tous ses amis, la famille qui serait là pour la plaindre. Et je le vois bien dans le quotidien quand je rentre d'hospitalisation, elle aime ça. Oui, mais c'est-à-dire que vous vous rendez compte quand même qu'elle aime ça. Vous venez de le dire. Vous vous rendez compte qu'elle aime, au fond, quand vous êtes à l'hôpital, quand vous êtes en train de vous faire soigner, la petite fille que vous êtes, à ce moment-là, elle s'en rend compte. Je la vois pas inquiète, ouais. Je la vois pas inquiète. Tout ça me paraît bizarre, ouais. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je me sens impuissante, et dans le même temps, si jamais elle avait raison, si jamais j'étais vraiment malade, et si jamais les médecins, eux, trouvent pas, il y a toujours le doute. Dans la famille, vous avez 2 frères? Oui, 2 frères aînés, je suis la dernière. Et elle fait pas du tout ça avec votre frère? Pas du tout, non. Non. Non, non. Ils peuvent même se sentir délaissés. Enfin, je sais pas, j'ai plus de contact avec eux, mais j'étais tellement le centre
de son quotidien. Les autres étaient un peu délaissés. La dernière chirurgie que vous avez 8 ans, à peu près à ce moment-là. Ouais. Pourquoi c'est la dernière? Ouais, 9 ans, 8-9 ans. 8 ans, l'ablation du rein gauche et peu de temps après, une autre intervention sur l'autre rein. Où là j'arrive en consultation et je sais plus, ma mère devait évoquer de la fièvre et des douleurs encore une fois. Et le chirurgien à l'époque prétend que j'ai un abcès au rein, qu'il faut tout de suite passer en chirurgie. Et Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose là? ouais, enfin, sur le moment, oui, j'y crois. Ouais. Et ma mère aussi, je pense. Et c'est ce qu'il veut, je pense que c'est ce qu'il veut, faire croire à ma mère qu'il y a quelque chose. Donc en fait, au bloc, on me dit rien, hein, on m'endort comme d'habitude. C'est bien plus tard que j'apprends que c'était juste pour me faire des analyses sanguines, enfin, divers examens hors de la portée de ma mère, quoi. C'est-à-dire, en fait, ce médecin pensait en fait que quoi? Elle vous droguait, elle vous donnait des médicaments? Non, je sais pas, mais en tout cas, il commence à avoir un sérieux doute. J'ai pu le lire après dans les courriers où il note clairement qu'il veut tirer cette histoire au clair. Il comprend pas que ma mère sonne la sonnette d'alarme sans arrêt et que lui, cliniquement, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Docteur Stéphane Clerget, c'est quand même assez surprenant de voir tous ces médecins qui vont se succéder, qui ne trouvent rien, et à aucun moment quelqu'un se dit il y a peut-être quelque chose qui ne va pas chez la mère. Oui, mais parce qu'ils sont des médecins, ce ne sont pas des psychiatres, donc ils ne connaissent pas forcément cette maladie, hein, syndrome de Munchausen, qui est tiré du baron de Munchausen, donc l'histoire d'un mythomane. Il y a la syndrome de Munchausen, on se fait du mal soi-même pour se faire soigner alors qu'on n'a rien, et par procuration où on le fait à son enfant. Mais c'est un peu le même trouble grave de la personnalité, à la limite de la mythomanie. On sait pas très bien si elle y croit ou si elle y croit pas, donc elle peut être aussi convaincante. Et c'est vrai que dès qu'un médecin a un doute, eh bien, ces personnes-là changent de médecin, changent d'hôpitaux. Et puis, le médecin, il a un peu du mal à penser qu'on va amener son enfant pour le faire opérer. Enfin, c'est une forme de maltraitance tellement subtile que c'est dur à imaginer. C'est de la maltraitance? Oui, au final, c'est de la maltraitance. On a quand même perdu un rein, ça génère des angoisses de mort. Il y a une dimension de maltraitance, ça se fait sur les temps d'école. Donc les conséquences sont les mêmes que de la maltraitance, même s'il n'y a pas la volonté consciente de faire du mal. Mais les conséquences de cette conduite sont les mêmes que de la maltraitance. Mais malgré tout, quand on voit autant de médecins, on a un dossier médical. Oui. À un moment donné, donc on l'emmène de médecin en médecin. On l'emmène pas. Alors, est-ce qu'elle l'emmenait? Non. Ah oui. Et à chaque fois, elle disait quoi? Que c'était la première rencontre, la première consultation? Oui, par exemple, je me suis rendu compte qu'arrivé au CHU, celui où on m'a enlevé mon rein, elle avait omis de dire qu'on arrivait de Necker. Ah oui. Elle avait omis de dire qu'on arrivait de Bordeaux. Elle avait juste... elle s'était arrêtée à La Rochelle, enfin... Là, avec la carte vitale, maintenant, ça centralise. Si on fait des recherches, on peut retrouver. Mais à l'hôpital, c'est les administratifs qui font ça. Mais ça devrait être effectivement un peu systématisé. Les médecins, les chirurgiens... Là, on était dans les années 90, au début des années 90. Donc, c'est encore moins connu. Ça vous fait réagir aussi, Maître Florence Rowe, parce que on est dans une forme... Alors, j'ai presque envie de dire, et c'est pas un compliment dans ma bouche, mais sophistiquée de maltraitance. Ah mais vous avez raison, Jean-Marc, c'est effectivement de la maltraitance, ça, il n'y a pas de doute. C'est très difficile à détecter parce qu'on ne part pas du principe qu'une mère est maltraitante et on ne part pas du principe qu'une mère qui veut soigner son enfant pourrait le faire dans des conditions comme celle-là. Cela étant, c'est pas si rare que ça. Et ça m'est quand même arrivé à quelques reprises de voir des mères se comporter de cette manière. Et c'est vrai que les autorités judiciaires, alors Stéphane disait que les chirurgiens, eux, ils ne sont pas psychiatres, ils n'arrivent pas forcément à voir, mais les magistrats, ils ne sont pas psychiatres non plus. Donc si vous ne connaissez pas ce trouble de la personnalité, vous ne pouvez pas forcément y penser, ni le détecter. Et nous, avocats, si on n'a pas déjà été confrontés à ça, c'est difficile aussi de pouvoir le souligner. Mais ça m'est arrivé de le voir et de le constater dans certains dossiers. Il se trouve que, passionné de psychiatrie
Pardon Stéphane, mais c'était ma première idée de profession avant d'être avocat. Comme je suis passionnée par ça, je lis beaucoup, je m'intéresse beaucoup aux troubles de la personnalité et je connaissais cette affection. Et effectivement, dans un des dossiers, j'ai pu le suggérer. Évidemment, je me suis fait rire au nez par le magistrat, sauf qu'avec un peu de recherche, on a fini par, en effet, pouvoir faire des analyses, enfin des expertises psychiatriques et ça a été détecté. Mais c'est dur à soigner Mais parce que très ces difficile. personnes-là, elles veulent pas avoir de psychiatre, elles vont pas se faire soigner. C'est dur à soigner, c'est dur à détecter en même temps. Mais juste Delphine, il y avait un papa aussi dans votre famille. C'était pas une mère célibataire, il était là. Ouais, mais il était très passif. À la maison, bon, très absent par son travail. Il est aussi pompier bénévole, donc très absent et il fait totalement confiance à ma mère. Complètement. Il remet pas ça en doute du tout. Non, et même. Et il vous plaint plutôt, en fait, c'est ça? Non, par contre, il est pas. Ah, il vous plaint pas? Ouais. Non, et j'approuve assez quand même. Mais à la maison, il me pose pas la question est-ce que vraiment t'as mal? Comment ça va? Rien. Ouais, en même temps, ça paraît un peu aberrant de dire mais est-ce que c'est vrai ce que dit ta maman en disant que ta mère, enfin personne, enfin j'imagine pas poser cette question. Voilà. C'est ça. 8-9 ans, donc dernière opération. Pourquoi après ça se calme? Parce que vous en avez marre? J'en ai marre, ouais. Et j'ose dire que je vais bien parfois, aux grandes dames de ma mère. Mais elle réagit comment quand vous dites que vous allez bien? Elle est assez en colère et distante. Ça l'énerve? Ouais. Elle est assez distante quand tout va bien. Et en plus, après, c'est un âge où je vais dans une école, où je suis à l'internat. Donc forcément, aussi géographiquement, on prend un peu nos distances. Ça aide. Et puis après, voilà, la vie, l'adolescence, les rencontres. Mais docteur Clerget, c'est étonnant. Ça énerve sa mère quand elle dit qu'elle va bien. Oui, puisque ça donne une identité à sa mère. Sa mère, ce qu'elle veut être, c'est mère d'une enfant malade. Comme une petite fille jouerait la poupée et passerait son temps à soigner sa je suis poupée. son jouet, quoi. Oui. D'ailleurs, c'est intéressant parce que si on remonte quelques années avant, elle voulait à tout prix une petite fille. Ouais. Et d'ailleurs, c'est peut-être le lien avec ce que vous êtes en train de dire. C'est qu'elle voulait, elle avait eu 2 garçons auparavant, et elle voulait que son 3e enfant soit une petite fille. Elle a eu son jouet, au final. Non mais ouais. Vous le pensez, vraiment? Vous étiez son jouet? Ouais, avec le recul. Avec le recul, bien sûr. Ouais. Alors justement, quand vous avez grandi, vous avez mené votre vie d'adulte et puis vous avez tenté de reconstituer ce passé médical que vous ne parvenez pas à comprendre, vous décidez alors de rencontrer tous les spécialistes qui vous ont soigné pendant votre enfance et c'est là que les découvertes que vous allez faire vont bouleverser la suite de votre vie. En 2006, Delphine est désormais installée à Bourse-Franc, en Loire-Atlantique, avec son compagnon. Désormais âgée de 23 ans, elle attend une petite fille. Et l'accouchement l'inquiète, en raison de tous les problèmes de santé qu'elle aurait eus étant enfant. Elle cherche alors des conseils auprès de sa mère. Mais étrangement, celle-ci refuse d'aborder le sujet. Delphine décide donc de mener l'enquête par elle-même pour tenter de comprendre son passé médical. Elle rencontre alors ses anciens médecins et c'est la douche froide. Au fil des échanges, ils reconnaissent avoir été manipulés par la mère de Delphine. Pire encore, ils avouent que l'ablation de son rein aurait été une grave erreur de leur part. En fait, l'organe était en parfait état. La jeune femme peine alors à comprendre ce qui s'est passé. En 2008, après avoir mis au monde sa fille, elle comprend enfin. Delphine décide alors de couper tout contact avec sa propre mère. Mais Alice, désormais grand-mère, ne supporte pas cette décision. Elle va aller jusqu'à porter plainte contre sa propre fille pour non-présentation d'enfant. Delphine est donc convoquée par le juge et elle explique avoir pris cette décision pour protéger sa fille. Et elle exige une expertise psychiatrique de sa mère. Et le résultat est sans appel. Alice est bien atteinte du syndrome de Munchausen. Mais contre toute attente, le juge pour enfants n'en tient pas compte. Et il ordonne à Delphine de présenter ses enfants à sa mère. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers avec Delphine qui est toujours avec nous. Déjà Delphine, quand vous vous rendez compte pour la première fois que
tout ça c'était faux, tout ça c'était bidon et qu'en fait votre maman est malade, comment vous réagissez? Je suis anéantie parce que je me disais bien qu'elle avait un petit peu exagéré tout ça pour se mettre en avant, enfin parce qu'elle est un peu comme ça. Mais quand même, je croyais que j'avais quand même été malade réellement et ouais, je suis complètement anéantie. C'est pas un soulagement aussi quand même de savoir que vous n'étiez pas malade? Oui, mais non, je le ressens pas, ce soulagement. Et puis après, je suis en colère parce que quand je lis tous ces dossiers, enfin tous ces courriers, toutes ces discussions entre médecins, je suis en colère de lire que je vais bien, que les examens sont normaux. Le courrier suivant, soit on est dans un autre hôpital, soit il y a une chirurgie qui s'annonce. Enfin, je comprends pas pourquoi tous ces médecins la croient finalement sur parole et ne s'occupent pas des examens qui vont bien. Enfin, beaucoup de colère quand même. Oui, parce qu'il y a un décalage finalement entre ce qu'elle dit et ce que disent les examens médicaux. Oui. Et personne, au fond, ne met en avant ce décalage. Non. Parfois, je vois des courriers où, dès le début, j'ai encore mon rein gauche, je lis que l'enfant a l'air perturbé, qu'il faudrait un suivi psychiatrique plutôt qu'un suivi médical. Mais hop, on va ailleurs. Donc c'est reparti. Ouais, je suis vachement en colère, pas contre les médecins, mais contre elle. Non, tout de suite, je me dis, les médecins, ils se sont fait manipuler, tout comme mon père s'est fait manipuler, comme moi. Docteur, on peut faire à ce moment d'émission un petit point sur ce que c'est ce syndrome, exactement? Eh bien donc, c'est un trouble grave de la personnalité dont l'origine est méconnue, mais qui remonte sans doute à l'enfance. C'est rarement des personnes qui, enfant, avaient un profil tout à fait équilibré. Donc, je ne sais pas si c'était le cas de votre mère, mais il y a souvent soit des troubles psychosomatiques, soit des troubles hypocondriaques, soit des troubles de la personnalité plus graves. Et donc, il y a deux voies, soit le syndrome de Munchausen pur, où ce sont des personnes qui se blessent pour qu'on les soigne, enfin, qui se créent des maladies, soit effectivement qui utilisent un enfant qui est un peu leur porte-parole pour effectivement pouvoir les consulter. C'est des gens qui aiment bien le milieu hospitalier. C'est souvent d'ailleurs des gens qui travaillent dans le milieu hospitalier. C'est encore plus dur parce que du coup c'est plus subtil. On sait faire par exemple des injections d'insuline pour générer des hypoglycémies. Ah oui. Ça peut aller jusque-là, ou des prises de médicaments pour générer des maladies. Et c'est des gens qui aiment être dans le milieu médical et pour ce qui est du syndrome de Munchausen par procuration, qui aiment effectivement, comme vous l'avez dit, se faire plaindre, se faire entourer. Donc il n'y a aucune vraie préoccupation pour l'enfant. C'est d'abord soi, et on est au centre de l'attention de tous. Bon, c'est pas par hasard si effectivement peut-être elle a épousé un pompier. Enfin, on reste toujours dans ce domaine du soin. Mais jamais du soin psychiatrique, malheureusement. Delphine, à quel moment vous décidez de couper les liens avec votre maman? Ma fille a 2 ans et là ça devient trop pénible. Elle est vachement dans la demande de s'occuper de ma fille. J'avais l'impression que ma fille était un pansement. Elle allait pas bien. Elle est plutôt, ma mère, elle est plutôt dépressive. Et là, elle avait traversé une période problématique au travail. Enfin, et j'en peux plus de ça. Et elle me la réclame beaucoup pour la garder comme ça, sans raison. Enfin, vous avez peur de lui laisser? Ouais, j'ai pas confiance. Ouais. J'ai pas confiance. J'ai l'impression qu'elle est en train de jouer à la poupée. C'est un objet. Une fois de plus. Une fois de plus. Et il est arrivé une fois où on travaillait le week-end avec mon mari, donc la crèche, pas de crèche, elle l'a gardée. Et je suis arrivée, ma fille était allongée dans le canapé, une couette, elle prétendait qu'elle avait de la fièvre. Vous vous êtes dit, ça recommence? Ouais, je me suis vue reconvoquée avec mon passé, là. Donc, vous en parlez avec votre maman, clairement, de tout ça? Sur le moment, j'ose pas trop. Mais en tout cas, moi aussi, je traverse une période où je suis pleine d'angoisse au travail, l'angoisse de la mort. Ça va pas, quoi. Et j'étais allée voir une psychothérapeute qui avait mis le doigt peut-être un peu sur ce qui n'allait pas, qui m'avait demandé ce qui s'était passé dans mon enfance, que parfois ça pouvait avoir de l'importance sur la vie adulte. Et je lui avais juste dit, oui, j'étais très malade, mais maintenant tout va bien. Je suis pas retournée la voir. Mais mine de rien, j'ai continué à me questionner là-dessus. Et ça, j'ai voulu en parler avec ma mère. Et alors? Elle l'a très mal pris. Elle a très mal pris. Elle n'a pas voulu en reparler.
Elle vous dit quoi? Que vous mentez? Que c'est Non, faux? mais elle me dit, qu'est-ce que tu viens de nous renquiquiner avec ça, 18 ans après? Alors moi, je lui dis que j'ai souvenir de l'avoir vu falsifier des examens médicaux, que j'ai souvenir de juge pour enfants, que j'entendais de placement, d'éloignement et tout ça, donc je veux savoir, quoi. Mais elle veut pas, elle refuse. Donc je lui redemande quand même une dernière fois, on va aller ensemble voir le chirurgien, celui qui a enlevé mon rein. Et puis, comme ça, il va me donner des explications, mes angoisses viennent de là, après ça ira mieux. Je lui demande de prendre le rendez-vous, je ne sais pas pourquoi je ne le fais pas, et elle non plus, elle ne le fait pas. Donc un soir, elle se plaint de ne pas voir assez ma fille, un repas de famille, et elle se plaint auprès de moi, de mon mari, de ne pas assez voir ma fille. Et elle nous dit qu'elle va faire appel au juge pour enfants pour faire valoir ses droits grands-parentaux, que grâce à cette juge, elle les verra plus, parce que ça nous sera imposé. Et donc là, j'en peux plus, quoi. C'est la goutte d'eau qui fait tout déborder. Je prends ma fille, on s'en va. Et au fond de moi, je me rends bien compte que c'est fini, c'est fini. Il faut plus que je revienne vers elle, elle est vraiment toxique, cette femme. Mais votre papa, pendant ce dîner, par exemple? Il le prend très mal, il prend la défense de sa femme. Il me reproche également de venir les enquiquiner 18 ans après ça. À aucun moment, il ne vous croit? Non. Non. Et il y a eu un moment donné ça doit où... être une douleur, quand même, à un moment donné, non? Non. Non. Non, à ce moment-là, non, j'en ai plus rien à faire. Et il ne savait pas qu'elle me tapait dans mon rein à l'époque quand j'étais enfant. Je choisis ce moment-là pour lui dire. Je me dis, oui, peut-être qu'il va prendre ma défense. Pas du tout, non, non. Si elle faisait ça, c'était pour ton bien. Ah oui. Oui, quand même, il a bien été manipulé. Après, c'est le grand scénario. Ces femmes-là sont très extravagantes. Du coup, elle me menace qu'elle va se suicider. Moi, là, j'ai pris ma décision, je suis à bout. Je lui dis, vas-y, fais-le. Qu'importe. Qu'importe. Et je m'en vais. Et... Vous l'avez revu, votre maman? Non. Depuis combien de temps? Ça va faire 13 ans. Puisque même lors des tribunaux, etc. Alors, vous avez voulu attaquer, c'est ça? Non, pas moi. Non, mais elle, un mois après, à peine notre rupture, elle a fait appel à ses droits grands-parentaux. Donc, voilà. Pour ça, oui, mais vous, pour ce qu'elle avait fait, il y a un psy qui vous a conseillé à un moment. Il m'a conseillé à un moment de le faire. Vous avez voulu, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une prescription. Voilà, il y avait prescription, je ne pouvais pas le faire. Sinon, moi, j'aurais fait. Vous l'auriez fait? Oui. Oui, il y a eu une erreur à l'époque. Je pense que la juge pour enfants, elle n'a pas pris la chose au sérieux. Parce que certes, si elle ne connaissait pas, bon, c'est compliqué. Mais le pédopsychiatre, quand même, lui met bien sous les yeux de quoi il en retourne et rien ne se passe. Maître Florence Roux, on a combien de temps pour attaquer dans un cas comme ça? Là, si c'est un cas de maltraitance, je ne sais pas comment ça a été considéré, hein, bien sûr. Je ne sais pas ce que la juge a pu en... Si c'était une infraction pénale, c'était 3 ans à l'époque, un délit, mais c'est pas non plus une infraction pénale là, c'est plutôt de la maltraitance. Donc ça, c'est combien de temps? C'était il y a combien de temps? Oui, mais il faut se replacer à l'époque où c'était, Jean-Marc, la prescription. Oui, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était dans les années 90. Ouais. Oui, voilà, mais non, mais les faits, c'était dans les années 90. Oui. Donc la volonté de porter plainte, c'était quand? En 2008. La réflexion. 2008. Oui, on est en 2021, donc pour la prescription, il faut toujours regarder les dates et les éventuels changements. Donc c'est pas, je peux pas vous répondre comme ça sans avoir vu le dossier, c'est compliqué. Aujourd'hui, Delphine, votre maman, c'est fini? C'est fini. Vous n'avez plus de maman? Non. Non, j'ai fait le deuil. Votre papa? Idem. Vos frères? Non plus. Non, j'ai plus de famille. J'ai choisi de ne plus avoir de famille. Vous le dites avec un sourire? Ouais. Oui, je me sens libérée, je suis beaucoup mieux comme ça. Ouais. Et vous faites votre famille à vous? C'est ça. Et là, vous êtes heureux? Oui. Merci Delphine. En tout cas, vous avez publié un livre qui retrace votre histoire, qui s'appelle Câlin, assassin, et c'est disponible aux éditions Max Milo. Histoire totalement incroyable. Merci Delphine, en tout cas, d'être venue en direct.